Alors maintenant, je vais terminer le cours avec le résumé de la dynamique. Nous avons vu que l'état naturel de tout objet, c'est d'aller tout droit à vitesse constante. Le repos est un cas particulier parce que ça, c'est un déplacement à vitesse constante, mais la vitesse, elle est nulle. Nous avons vu la deuxième loi de Newton, la masse, l'accélération d'un objet est proportionnelle à la force nette. Oui? Ah, le double anneau. Sur la légende de la vidéo, c'était écrit que c'était un double anneau. C'est possible qu'il y en ait deux? Alors, pourquoi on ne voit pas exactement une image de l'objet? Ça dépend comment la lentille est construite. Non, dans la vidéo qu'on a vue juste avant, Oui? la légende, c'était écrit que c'était un double anneau. Il y a des fois deux anneaux autour. Oui, il y a des fois deux. Et dans ce cas, il y avait deux. Mais pourquoi? Ah! Alors, je suis allé chez l'opticien, j'ai acheté mes lunettes. OK. Je vous vois dans une pièce. Alors, vous pouvez vous imaginer que je construis des lentilles qui ne sont pas bien construites. Alors, je peux vous voir double. Ça, on peut s'imaginer qu'on construit ça. Si en effet, ce n'est pas une lentille parfaite. Alors, si on parle de lentille gravitationnelle, on parle de la déviation de lumière qui nous donne une certaine focalisation de l'objet. Alors, imaginez-vous l'anneau de Einstein, ce qu'on a vu. Ça, c'est un objet ponctuel en réalité, mais qui est juste par des effets optiques déchiré dans un anneau. C'est pour ça qu'on a un double anneau. Ou bien il y a plusieurs quasars qui sont dedans, on ne le sait pas. OK. Deuxième loi, l'accélération est inversement proportionnelle à la masse et proportionnellement à la force. Alors, qu'est-ce que c'est une force? Une force représente une interaction entre deux objets, soit par contact, soit par distance. Il tire ou il pousse. La force nette, c'est la somme vectorielle de toutes les forces qui agissent sur notre objet. Et ça, c'est un concept important. La masse représente une résistance à changer la vitesse. Ce n'est pas seulement un scalaire, il y a une interprétation qui est derrière. La troisième loi, action égale réaction, veut simplement dire s'il y a une force entre nous deux, de vous sur moi, j'exerce sur vous la même force. Et aujourd'hui, on a appris que j'exerce une force gravitationnelle sur vous, chacun de vous, et de même façon. Elle est bien sûr très faible. Et certainement, comme Einstein a dit, la gravitation n'est pas la raison pourquoi les gens tombent amoureux. Il y a des forces entre les gens, mais ce n'est pas la gravitation la raison pourquoi on tombe amoureux. OK, important, l'action et la réaction n'agissent jamais sur le même objet. Alors, c'est objet 1 sur objet 2 et objet 2 sur objet 1. Ils ne sont jamais sur le même objet. Nous avons vu que pour tout mouvement circulaire, la composante radiale de la force nette doit satisfaire la condition centripète. Et bien sûr que ce concept, il est difficile, mais il est aussi important à maîtriser. Ce qui est très important, c'est la force centripète, elle n'existe pas. C'est une condition sur la force nette. Elle existe dans tous les livres de physique, et vous avez entendu de ça, j'en suis sûr, au gymnase, on parle de la force centripète. Et on commence à dessiner une force centripète, mais en réalité, c'est une condition sur la force nette. La condition centripète, elle s'impose dès qu'on sait qu'un objet se met sur un cercle. OK? Je donne encore une fois la comparaison.
On peut négocier le secret bancaire de la Suisse, on peut négocier les bilatérales avec l'Union européenne, on peut négocier la constitution en Suisse. La condition centripète, vous ne pouvez pas la négocier. Dès que vous savez que votre objet est sur une trajectoire circulaire, elle doit être présente. Et nous avons eu une introduction à la deuxième loi de Newton pour les rotations. Ça veut dire que l'accélération angulaire, elle est proportionnelle au moment de force net, c'est-à-dire la somme de tous les moments de force qui agissent sur notre objet, et est inversement proportionnelle à son moment d'inertie, par son moment d'inertie. Le moment de force représente l'aptitude d'une force de faire tourner un objet, et le moment d'inertie représente une inertie aux rotations, c'est-à-dire une résistance à changer la vitesse angulaire. C'est tout pareil comme avec la deuxième loi, les rôles des termes qui sont dedans. Quelles sont les forces particulières qu'on a traitées? La force normale, le nom le dit, elle est toujours perpendiculaire à la surface. Une force de contact qui se développe, s'il y a de contact, elle est normale à la surface. La force de rappel d'un ressort est proportionnelle à son allongement. Quelles sont les considérations? Cette proportionnalité est valable jusqu'à une certaine limite. Le mouvement d'un ressort qu'on a vu, c'est oscillatoire. Le frottement entre surfaces dépend de la force entre les surfaces et de leurs propriétés. Et nous avons vu le frottement visqueux avec un fluide qui dépend de la vitesse de l'objet et aussi de sa forme et la viscosité du fluide. Ce qui est important, c'est la force de frottement statique. Elle peut changer la direction. Parce que si votre objet est en repos, ça dépend de la force extérieure qu'on applique. Si l'objet reste toujours en repos, la force de frottement s'oppose à votre force. Et la force de frottement statique n'est pas égale à μs fois Fn. Elle peut se développer jusqu'à elle vaut égal μs fois Fn. Mais ça c'est important, ce maximum qui est donné par le coefficient de frottement. Le frottement visqueux, laminaire et le frottement cinétique, ils s'opposent au mouvement de l'objet. Ils sont toujours opposés au mouvement. La force de gravitation est inversement proportionnelle à la distance au carré et entre les deux masses. Ça, nous avons vu aujourd'hui. Et une des conséquences, ou bien un des postulats, c'est que la masse inertielle est égale à la masse gravitationnelle. Dans un référentiel qui est accéléré avec une accélération A quelconque, il faut ajouter une force inertielle qui est égale à moins m fois cette accélération. Et nous avons traité les deux forces inertielles du référentiel tournant, c'est-à-dire la force centrifuge et la force Coriolis. Important. La force centripète n'existe pas, c'est une condition. La force centrifuge, elle n'existe vraiment pas. OK? Elle n'existe vraiment pas. La force centripète, c'est la condition centripète. Force centrifuge, c'est vraiment une force fictive, c'est-à-dire pas des forces physiques. Si vous regardez sur les équations, vous mettez la somme des forces. Ce que vous faites en réalité, c'est mettre le MA de la côté à droite, à gauche ou vice-versa. C'est ce que vous faites mathématiquement. L'ajout de ces forces fictives, forces inertielles, vous permet d'utiliser la deuxième loi de Newton dans un référentiel qui tourne ou bien qui soit accéléré. OK, et maintenant, tout ça, ce que je viens de vous dire en mots, je vais vous le donner sous forme de formule assez rapidement. Mais le point qui est important déjà maintenant, c'est
comme la cinématique, la dynamique est jumelée avec la dynamique linéaire est jumelée avec la dynamique des rotations. Alors pour chaque terme qu'on voit pour les mouvements linéaires, il y a une correspondance pour les mouvements circulaires. Alors nous avons les 3 lois de Newton. On utilise les 3 lois de Newton plus avec addition-multiplication des vecteurs et la cinématique, et ça nous permet de résoudre les problèmes de dynamique. Les forces de frottement, nous avons eu le frottement statique maximal, le frottement dynamique, les relations entre cette limite et le frottement cinétique, et nous avons eu le frottement visqueux. La loi de Hooke, force qui est proportionnelle au déplacement de l'objet, et la loi de gravitation nous avons traité aujourd'hui sont données par ces 2 équations-là. Pour la dynamique des rotations, ça c'est la condition centripète, qui veut simplement dire que la somme des forces la composante radiale des sommes des forces doit être égale à ça. Vous voyez, même moi je mets FR ici. Elle n'existe vraiment pas. OK? Alors c'est vraiment difficile de se déshabituer d'écrire FR. La deuxième loi de rotation veut dire R cross F, la somme de tous les R cross F est égale à mR carré fois alpha. Ça, on définit comme le moment de force ou couple ou torque. Ça, c'est le moment d'inertie. Et avec ça, on a l'expression somme des tau égale à I alpha. Et maintenant, vous voyez comment c'est jumelé. À gauche, somme des tau, somme des forces. À droite, moment d'inertie, masse. Accélération angulaire, accélération linéaire. La deuxième loi de Newton pour les rotations et la deuxième loi de Newton linéaires sont jumelées. Les termes, on les remplace. Même l'interprétation. La masse inertielle est une résistance à changer la vitesse. Le moment d'inertie, même couleur ici qu'ici, le moment d'inertie représente une résistance à changer la vitesse angulaire. Et ça sont, sous forme mathématique, les forces inertielles dites fictives du référentiel en rotation. Et ça, c'est la fin du cours d'aujourd'hui.